Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bienvenue à vous tous, à la fois Radio Classique et donc LCI. Nous sommes avec Christian Jacob, qui est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. On a l'impression que le Premier ministre vous a fait la leçon hier, via Monsieur Darmanin, qui était notre invité hier matin. Écoutez, ça devient insupportable, les attitudes du Premier ministre. Un Premier ministre qui ne répond pas aux questions et qui se lève maintenant systématiquement en hurlant, en vociférant, on le voit hystérique, rouge comme une écrevisse, transpirant, hurlant. Enfin, tout ça ressemble à quoi ? On lui demande d'avoir un peu de sérénité et de s'occuper des vrais sujets. La question de Gérald Darmanin sur des retraites et des pensions qui sont bloquées aujourd'hui était une question digne d'intérêt auquel le Premier ministre... Il y avait les propos tenus ici même hier matin. Mais tout ça... C'est des agents du Front National. C'est des effets de style de Monsieur Valls. Vous savez, quand on ne sait plus quoi répondre, eh bien, on a ce type d'attitude. D'accord, et on si Darmanin n'avait pas dit ça, Valls n'aurait pas bondi. Mais si, il aurait trouvé un autre prétexte, parce que c'est ce petit numéro, quand il est dans les cordes, il ne sait plus quoi dire, il est acculé. D'ailleurs, on voit bien la difficulté dans laquelle il est. François Hollande, qui est en train de tendre la main aux frondeurs, qui est en train d'essayer de se rabibocher avec les Verts pour refaire un accord de façade. Eh bien, tout simplement, Manuel Valls voit ses jours comptés à Matignon, donc il devient hystérique. Là, les petits coups de menton ne marchent plus, effectivement. Mais est-ce que vous considérez que la phrase de Darmanin était, parce qu'il a expliqué dans la journée, après avoir tenu ses propos ce matin, qu'au fond, il fallait que Manuel Valls comprenne qu'il y avait une opposition en France. Mais est-ce que cette phrase elle-même, Taubira, porte-parole du FN, vous dérange ou pas, vous ? Ou est-ce que vous pouvez... Moi, elle me choque pas. Ce que Gérald Darmanin explique, c'est que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où est le ministre de la Justice ? On n'a plus de garde des Sceaux. On ne l'entend plus. On ne la voit plus. Elle sert à quoi, madame ? Elle a toujours été discrète dans les médias. Elle sert à quoi dans le gouvernement, madame Taubira ? Mais où est-elle ? On la voit même plus au banc du gouvernement. Attendez, moi vraiment... Alors, mais d'accord, mais pardonnez-moi, mais quel rapport ça a avec, justement... Eh ben, le rapport, c'est que d'avoir un ministre qui donne à chaque fois que lorsqu'elle fait une déclaration, c'est toujours pour donner une image de laxisme de la justice. Et on voit bien que un Front National qui surfe sur des slogans sur la sécurité, parce que là aussi, il n'y a aucune proposition du Front National. Mais on surfe sur ces slogans-là, avec Madame Taubira, qui, elle, fait régulièrement des annonces sur les sorties de prison, sur la réponse de dire, lorsqu'on manque de places de prison, il faut libérer des prisonniers. Quand même. Tout le monde sait, pardonnez-moi, Christian Jacob, tout le monde sait que dans le monde carcéral, il y a un problème majeur, parce qu'il y a trop de monde, les prisons sont surpeuplées, et même à droite, il y a des tas de gens qui disent que les prisons françaises sont un scandale. Donc le propos de Madame Taubira en soi sur les prisons, il est parfois, je dis bien parfois, repris par des gens à droite qui travaillent sur le monde des prisons. Oui, mais les propositions qui ont été faites, on a fait des propositions à droite là-dessus. Vous vous souvenez qu'on avait lancé un plan prison qui a été abandonné, et c'est à cela qu'on veut revenir. On a fait également des propositions, c'est Valérie Pécresse qui avait fait cette première proposition, sur des quartiers spécifiques, notamment là où il y avait un développement important de l'intégrisme. Mais l'autorité en France, c'est surtout Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et là pour l'instant personne ne la met en cause. Objectivement, ça doit être un tandem entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. C'est comme ça que je vous pose cette question, parce que finalement les gens considèrent que derrière les propos de Darmanin, il y a quelque chose de raciste, parce que attendez, vous connaissez Gérald Darmanin, parler de cette étiquette de racisme à Gérald Darmanin, c'est le méconnaître complètement. C'est totalement stupide, et aussi stupide qu'infondé. Question, grand entretien de François Hollande, donc ce matin dans Le Parisien, et après on va évidemment en venir à l'opposition. C'était prévu, ça a été reporté parce qu'il y avait la grève CGT du livre. Est-ce que vous avez trouvé dans ces propos, où là encore une fois il est question d'aller chercher les électeurs du Front National, quelque chose de nouveau ? Non. Rien de nouveau. C'est le seul angle. Et est-ce que ça vous choque que le président fasse campagne pour les départementales ? Le président fait ce qu'il veut. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il s'occupe des problèmes des Français. Et donc, qu'on engage des réformes de structure. Le nœud de nos problèmes, c'est le chômage. On le sait bien. Comment on redonne de la croissance ? C'était les objectifs, pour le moins qu'on puisse dire, qui n'ont pas été atteints, avec la loi Macron, c'est-à-dire une loi de croissance. Pour redonner de la croissance, comment on doit faire ? On doit abaisser le coût du travail, redonner des marges de compétitivité à nos entreprises. Donc, aucune proposition n'est faite là-dessus. Et cela, on peut le faire qu'avec des réformes de structure.
structure, c'est-à-dire qu'on modifie notre système de retraite et on accepte de repousser l'âge légal, on bascule une partie du financement de la protection sociale sur une assiette plus large que celle du travail, de façon à baisser le coût du travail pour les entreprises, à redonner du pouvoir d'achat aux salariés. C'est comme ça qu'on lance une politique de croissance. Mais là, aucune mesure de structure, aucune mesure de fond. Et c'est vraiment le reproche que l'on fait au président de la République aujourd'hui. Et est-ce que vous considérez qu'il serait normal que Manuel Valls, par exemple, concernant la loi sur le dialogue social, finisse par réutiliser le 49.3, parce que ça vous concerne directement, vous êtes patron du groupe UMP à l'Assemblée. Oui, enfin non, ça concerne directement Manuel Valls. Oui, d'accord, mais ça va vous concerner comme parlementaire. Non, mais est-ce qu'il est capable, est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Valls a encore une majorité à l'Assemblée? La réponse est non. Donc il doit à un moment en tirer les conséquences. Donc vous considérez ce matin plus de majorité. Ce sera 49.3 répétition jusqu'à la fin du quinquennat. J'en sais rien, mais ça, c'est à lui de le voir avec sa majorité. Attendez, moi, je suis pas au groupe PS, mais quand vous êtes premier ministre... Vous dites qu'il n'a plus de majorité. Mais c'est le constat qu'on a fait sur ce dernier texte. Alors, on va voir sur les prochains. Quand on est Premier ministre et qu'on fait le constat qu'on n'a plus de majorité, faut peut-être en tirer quelques enseignements, non? Le 30 mai, changement de nom pour l'UMP. Alors vous avez tout connu, hein, puisque vous avez été proche de Jacques Chirac au RPR, puis vous avez accompagné justement la vie de l'UMP. Jacques Chirac qui a créé l'UMP. Voilà, et donc vous avez accompagné la vie de l'UMP. Est-ce que ça vous, comment peut-on dire, crée chez vous une sorte de mélancolie, l'idée que l'UMP va disparaître le 30 mai? Non, moi je pense, ça me choque absolument pas. Et puis je pense aussi qu'à un moment, il faut repartir sur des bases nouvelles. On se met en situation de reconstruire, de préparer une alternance. Donc c'est tout le travail de fond qui est réalisé aujourd'hui à l'UMP, sujet après sujet. Et à un moment, il faut l'incarner dans un nouveau mouvement politique. Vous avez une proposition de nom, Christian Jacob? Vous avez une idée du nom? Écoutez, on va voir. Je pense que on va avoir ces débats en bureau politique très très rapidement. Mais bien entendu, il faut, à partir du moment où on engage une nouvelle formation qui a pour objectif de rassembler davantage, d'avoir un spectre le plus large possible, et bien à ce moment-là, il faut effectivement trouver un nom. Mais on a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour imaginer. Christian Jacob, est-ce que vous pensez justement, avec l'expérience qui est la vôtre, le parcours au sein des partis gaullistes à droite, est-ce que vous avez le sentiment qu'un changement de nom va pouvoir faire oublier l'affaire Big Malion qui est toujours en instruction, les rivalités entre les personnes qui sont toujours là, puisqu'il va y avoir des primaires? Est-ce qu'un changement de nom mais bien entendu que non, il ne suffit pas de changer le nom pour gagner les élections, ce serait trop facile et d'autres y auraient pensé avant nous. Simplement, à partir du moment où on repose les fondements d'un nouveau parti politique qui aurait un spectre plus large, avec une parole donnée davantage aux militants, il faut l'incarner. Et le nom vient là pour l'incarner, mais ça n'est pas le fait de changer de nom qui effectivement définit une politique en soi, parce que si c'est cela, on va à l'échec, mais c'est pas du tout ça. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, de pouvoir intégrer l'UDI à cette nouvelle formation, je veux dire, de son nom? Moi, je pense que... Est-ce qu'il pourrait y avoir des négociations avec l'UDI pour que l'UDI aussi se retrouve dans cette nouvelle formation? Il faut que dans ce parti, beaucoup de nos collègues de l'UDI, je pense, seraient prêts à venir, et c'est une bonne chose. L'UMP avait été basée sur ses fondements. Malheureusement, on a eu la création ensuite de l'UDI. Écoutez, dans 80% des cas, on se retrouve sur les mêmes votes. Je pense que ce serait effectivement plus simple si on se retrouvait. Mais maintenant, bon... Je appelle tout à l'heure à ce que vous avez vécu. Il y a un moment où vous faisiez partie des 4 ou 5 personnes qui étaient proches de Jacques Chirac dans la bataille contre Édouard Balladur. Et donc, vous savez pertinemment que les rivalités à droite, c'est quand même ce qu'il y a de plus dangereux. Est-ce que vous voyez dans la gestion aujourd'hui de la présidence de l'UMP et dans la situation politique une manière d'éviter ce qui a souvent tué la droite, Giscard, Chirac, Balladur, et donc aujourd'hui Sarkozy et les autres? Ce qui se passe, la manière dont Nicolas Sarkozy préside aujourd'hui l'UMP, il est clairement dans cette logique de rassemblement. C'est-à-dire tout le monde est autour de la table, on se rassemble sur ce qui est important. Vous savez, regardez l'interview de Nicolas Sarkozy dans le Figaro il y a 2 jours, celle de François Fillon dimanche dernier dans le JDD. On voit là que d'abord que l'UMP produit des idées,
met des propositions sur la table, que nos leaders avancent, qu'il n'y a pas de différence de fond. Donc, on est, je crois, en train de reconstruire justement ce parti. Et Nicolas Sarkozy met toute son énergie. Et moi, j'ai plutôt le sentiment que ça fonctionne bien. Après, bien évidemment, viendra le temps de choisir celui qui portera le projet. On n'en est pas là. C'est prévu en 2016. Pour les primaires, vous savez que je suis pas un aficionado des primaires, mais bon, parce qu'on réunit, puis après on divise. Elles ont été décidées, elles sont dans nos statuts, donc on les fera, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des fondements qui soient les plus solides possibles. Et dans ce cadre-là, moi, la création d'un nouveau parti, je pense que c'est une bonne chose. Le Front National donné à 33%, donc au départemental, il faut se méfier considérablement des sondages, mais on sent qu'il y a chez Marine Le Pen quand même une volonté de vous abattre, c'est-à-dire d'abattre les partis de gouvernement. C'est clairement notre adversaire, comme le PS est notre adversaire. On a aujourd'hui deux adversaires clairement identifiés, le PS et le Front National. Vous savez, la seule manière de battre le Front National, moi je viens d'une circonscription où il y a 20 ans, je faisais un deuxième tour avec un Front National qui était à 43% en deuxième tour. Aujourd'hui, on l'a divisé à peu près par 2. Et le seul moyen d'avancer, c'est la proximité. Et ces élections départementales sont des élections de proximité. Et c'est ce que nous demandons à tous nos candidats, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font formidablement bien, c'est-à-dire d'être des candidats de proximité et répondre aux vraies questions. Vous considérez que dans les 3 semaines qui viennent, les 33% peuvent se réduire considérablement ? Moi, je pense qu'ils peuvent se réduire. Bon, alors, considérablement, après nous verrons, mais je pense que ça n'est pas inéluctable. Et à partir du moment où nous sommes bien mobilisés sur les sujets concrets de préoccupation, les départementales, c'est quoi? C'est les sujets de voirie, c'est les sujets de construction de collèges, d'aide sociale, etc. Oui. Et c'est cela qui est en cause. C'est pas des slogans. Quand je vois la manière dont le Front National fait campagne, vous avez des candidats que personne ne connaît, on vous envoie un tract avec la photo de Madame Le Pen. Oui, c'est ça les partis protestataires. Mais simplement, là, on n'a pas besoin d'un parti protestataire. On a besoin concrètement de gens qui connaissent les réseaux de voirie, qui connaissent les transports de bus. Là où il manque un bus, là il faut aménager la ligne, là où il faut reconstruire un collège. C'est de ça dont on a besoin au moment des élections cantonales. Et c'est ce type d'élus qu'il nous faut. Et c'est par cette proximité qu'on battra le Front National. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il peut y avoir un programme de l'UMP ou est-ce que finalement il va falloir se résoudre à ce qu'il y ait des programmes de l'UMP avec celui de Fillon, celui de Sarkozy, celui de Bruno Le Maire s'il va aux primaires, celui de Xavier Bertrand, celui d'Alain Juppé, etc., etc. Il est très discret d'ailleurs Juppé en ce moment. Il y aura un programme et sur lequel d'ailleurs on voit bien. Ils vont parler de quoi aux primaires s'ils ont tous le même? Vous savez, sur les sujets de retraite, ce que j'évoquais tout à l'heure, financement de la protection sociale, de politique judiciaire, de sécurité, sur l'Europe, sur tous ces points-là, globalement, on a un accord. Ensuite, la personnalité est importante. Pour l'élection présidentielle, ça compte la personnalité. Et c'est là aussi que se fera la différence. C'est sur ça que se jouera la primaire, donc. Elle se jouera, à mon avis, essentiellement là-dessus, parce que sur le fond, on n'a pas de divergence aujourd'hui, ou peu de divergence. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque que finalement, ceux qui sont partants aujourd'hui, j'ajouterai à la liste que j'évoquais tout à l'heure, Xavier Bertrand, et peut-être d'autres, ils n'iront pas tous. Est-ce que c'est le... Il y a une certaine expérience. Oui, est-ce qu'à votre avis, il y en aura 4, 5, 6 c'est-à-dire tous ceux qui sont ouvertement candidats ou plus ou moins candidats aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression au contraire que la raison va l'emporter, qu'il y en aura plus? Je pense que ça se réduira effectivement parce que il y a un moment, il y a l'épreuve de vérité, c'est-à-dire est-ce qu'on a la capacité de peser dans l'opinion publique pour une élection présidentielle? Parce que bon, on peut aussi faire de la politique sans penser tous les matins à l'élection présidentielle. Il y a d'autres moyens aussi de le faire. Et je pense qu'il y aura un moment de vérité d'ici 1 an où chacun regardera si effectivement il représente quelque chose dans l'opinion ou s'il peut apporter une contribution, mais sans pour autant prétendre être candidat à l'élection suprême. Christian Jacob, notre invité ce matin, donc qui est le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous, la formule est sincère comme d'habitude. On va retrouver Hélène sur l'antenne de LCI et Sophie Paulini sur celle de Radio Classique.